le Zaïre apprend la mort du fils aîné du maréchal Mobutu, Sese Seko. Les journaux officiels publient une cause de décès. Les radios d'État répètent la même formule mot pour mot. Mais dans les palais de Gbadoliti, dans les ambassades, dans les cercles proches du pouvoir, dans les familles qui savent personne ne prononce le vrai mot, ce silence organisé, c'est exactement ce qu'on va démanteler aujourd'hui. Parce que ce silence n'appartient pas qu'à Mobutu. Il appartient à des milliers de familles congolaises et peut être à la vôtre. Pour comprendre pourquoi sa mort fait silence, il faut d'abord comprendre sa place. Jean-Paul Niwa Mobutu, né en 1955. Premier fils du maréchal, avec sa première épouse, Marie-Antoinette. Dans la logique dynastique qui gouvernait le Zaïre de Mobutu, Niwa n'était pas juste un fils. Il était l'héritier présomptif, l'homme qui, dans un régime qui ne connaissait pas la succession démocratique, portait tacitement l'avenir du clan. Il grandit dans les palais, il est formé à l'étranger, il intègre les cercles du pouvoir discrètement, il est connu dans les milieux diplomatiques et dans la diaspora zaïroise, mais le grand public zaïrois ne le connaît pas vraiment, c'est voulu. Mobutu protège sa famille de la lumière publique, ce qui renforce encore le mystère quand la mort arrive. « 1994. Le monde vit avec le sida depuis une décennie. Et le Zaïre, il faut le dire, est au cœur de l'histoire de cette épidémie. Des chercheurs belges et américains avaient identifié Kinshasa dès les années 80 comme l'un des épicentres africains de la transmission. Les rapports de l'OMS circulaient. Les chiffres existaient, mais les autorités zaïroises les contestaient, les minimisaient ou simplement les ignoraient. Le Zaïre niait ses morts. C'est pas une métaphore, c'était une politique. Dans un régime où l'image du chef d'État était une construction permanente, la maladie, surtout cette maladie-là, était une menace existentielle à l'autorité. Le régime Mobutu avait élevé le secret au rang d'art de gouverner. Les naissances dans la famille présidentielle, contrôlées. Les mariages, filtrés. Les maladies, invisibles. Mobutu lui-même avait été diagnostiqué d'un cancer de la prostate en 1989. Et il n'entamera un traitement que 7 ans plus tard, en 1996. 7 ans, sans traitement, pendant lesquels il gouvernait, signait des décrets, recevait des chefs d'État. Qu'est-ce qu'un régime protège quand il cache la maladie de ses dirigeants? Il protège l'image de puissance, l'image d'invulnérabilité et l'illusion que le chef, lui, est au-dessus des fragilités humaines. La mort de Niwa allait directement contre cette illusion. Commençons par les faits tels qu'ils ont été communiqués. Le 17 septembre 1994, la mort de Jean-Paul Niwa Mobutu est annoncée. Il avait 38 ans. La cause officielle, une maladie, mentionnée vaguement. Certaines sources évoquent une maladie de longue durée, d'autres ne précisent rien du tout. Ce vide dans la formulation n'est pas un oubli, c'est une décision. Dans la presse zaïroise de l'époque presse d'État, largement contrôlée, l'annonce est sobre, protocolaire, les funérailles sont organisées, la douleur du père, le recueillement du clan, ce qui n'est pas montré, les circonstances médicales, le parcours de la maladie, les dernières semaines. Et cette version vague, lacunaire, soigneusement incomplète, est acceptée sans questionnement dans la presse zaïroise de l'époque. Pas d'enquête, pas de contre-source, pas de questions posées. Dans un régime où poser la mauvaise question pouvait vous coûter votre carrière, votre liberté, ou plus, ce silence de la presse est compréhensible. Mais il n'est pas innocent. Quand les médias d'un pays ne posent pas les questions évidentes sur la mort d'un homme public, que nous dit ce silence sur l'état du pays? Maintenant, regardons ce qui ne colle pas. Première faille, le lieu du décès. Les sources francophones sérieuses, dont lefaso.net, dans une biographie détaillée du clan Mobutu, indiquent que Niwa est mort à l'hôpital Bichat, à Paris. Les sources anglophones, dont Wikipédia, situent le décès au Zaïre. Ces deux versions circulent en parallèle, 30 ans après. Aucun certificat de décès public n'est accessible. Pourquoi ça compte? Parce que mourir à Paris, dans un hôpital public, c'est mourir dans un système médical qui documente, qui catégorise, qui archive. Un mort à Paris laisse des traces que Gbadolite
n'aurait pas laissé. Et si le lieu du décès est lui-même flou dans les sources, c'est que quelqu'un, quelque part, a eu intérêt à ce qu'il le reste. Deuxième faille, le contexte. Niwa meurt en 1994, son frère Kongulu meurt en 1998, à Monaco à 28 ans, un autre fils, Konga, meurt en 1995 en Belgique. 3 fils du même père. Morts en exil, à des âges jeunes, avec des causes jamais officiellement confirmées. La journaliste Michela Wrang, correspondante Reuters à Kinshasa, qui a physiquement couvert la fin du règne de Mobutu, écrit explicitement que Niwa et Kongulu sont morts du sida. Ce n'est pas une rumeur de Radio-Trottoir. C'est une journaliste d'investigation qui a eu accès au cercle proche du pouvoir zaïrois. Troisième faille, le contexte continental. Dans les années 90, plusieurs personnalités africaines de haut rang meurent du sida dans un silence comparable. La mécanique est identique partout. Communiqués vagues, familles silencieuses, presse domestique accommodante, ce n'est pas une exception zaïroise, c'est un pattern africain des années 90 que le cas Niwa illustre de façon particulièrement nette parce que sa famille est la famille la plus puissante du pays. Quand un État ment sur la mort de son propre héritier, qu'est-ce qu'il protège vraiment? Pas seulement l'image d'une famille, l'image d'une idéologie. L'idée que le Zaïre de Mobutu était fort, sain, souverain. La maladie d'un fils, dans cette logique, n'était pas un drame privé. C'était une fissure politique. Alors, qu'est-ce qu'on sait vraiment? La diaspora congolaise, elle, n'a jamais vraiment cru la version officielle. Dans les cercles parisiens, bruxellois, londoniens de la communauté zaïroise des années 90, le vrai mot circulait. Discrètement, mais il circulait. La radio-trottoir, cette tradition orale de contre-information qui traversait Kinshasa, avait ses antennes dans les diasporas. Et ce qu'elle disait, c'est ce que Michela Wrang confirmera plus tard par écrit. Du côté des archives diplomatiques, les câbles de l'ambassade américaine à Kinshasa des années 90 mentionnent la santé dégradée de Mobutu père. Mais en termes généraux, aucun câble déclassifié, à ce jour, ne tranche formellement sur le cas Niwa. Du côté médical, si Niwa est mort à Paris, l'hôpital Bichat tient des archives. Ces archives sont couvertes par le secret médical français, mais elles existent. Et il faut noter que dans le contexte de 1994, le VIH était diagnostiqué dans les hôpitaux parisiens selon des protocoles précis. La trace existe quelque part. Ce que tout cela dessine ensemble, les témoignages de Wrang, les sources de la diaspora, les archives diplomatiques partielles, la mort en série de plusieurs fils du maréchal, c'est un tableau cohérent, non pas une certitude absolue, mais une cohérence documentaire suffisante pour poser la question sérieusement. Et maintenant, regardons ce que la mort de Niwa a vraiment signifié pour Mobutu. En 1994, le régime est déjà fragilisé. La conférence nationale souveraine a eu lieu, les pressions internationales s'accumulent, la rébellion de Kabila se prépare dans les coulisses. La mort de Niwa tombe dans ce contexte de lent effondrement. Pour Mobutu, perdre son fils aîné, son héritier, c'est perdre bien plus qu'un enfant. C'est voir son projet dynastique s'effondrer. C'est se retrouver face à sa propre vulnérabilité. Lui, l'homme qui se voulait immortel, le léopard, le coq, le guide éclairé, perdait son fils dans les conditions qui incarnaient exactement ce qu'il refusait de voir exister dans son pays. La mort de Niwa n'est pas juste un deuil, c'est une fissure dans l'image d'invincibilité d'un régime entier. Et cette fissure-là, il fallait la colmater, immédiatement, avec du silence. Je veux m'arrêter ici. Et vous parlez d'autre chose, pas de Mobutu, pas du régime, pas de la politique, de vos familles. Combien de familles congolaises, combien de familles africaines ont enterré quelqu'un sans jamais prononcer le vrai mot? Pas par honte seulement, mais parce que le silence était une forme de protection pour les vivants, pour la mémoire du mort, pour l'image de la famille. On ne dit pas, on sait, mais on ne dit pas. Ce que Mobutu a fait à l'échelle d'un État, organiser le silence autour d'une cause de mort, des milliers de familles l'ont fait à l'échelle d'un salon, d'un enterrement, d'un faire-part. Le père qui meurt d'une longue maladie, la sœur qu'on enterre rapidement, le frère dont on ne parle plus jamais. Cette culture du silence autour du sida, en Afrique centrale,